Salut à tous sur très grand ou sur tout petit écran. Nous vous invitons cette fois en Val-de-Sambre et Tudigny. Voici déjà un petit avant-goût de ce qui vous attend. Binche, Lobbes, Thoin, un triptyque de villes fortifiées. Vous verrez aussi qu'elles font la richesse de toute une région. En Hainaut, la culture de la vigne a repris des couleurs, mais en Val-de-Sambre également une certaine valeur. À pied, en voiture, mais surtout à vélo pour découvrir la route Napoléon. Et puis, pourquoi pas, sans oublier, une toute petite initiation golfique au golfe de Rany, en Tudigny. Et puis, c'est déjà une habitude, si vous nous restez fidèles jusqu'en fin d'émission, concours et cadeaux rien que pour vous. Eh bien, traversons donc cette belle région du Val-de-Sambre et Tudigny en compagnie de Didier Dehon. Partons à la découverte de terres de contraste, de lieux uniques aussi, avec essentiellement, Didier, les quelques très belles richesses historiques et culturelles de Binche, de Lobbes et de Thoin, trois cités médiévales, trois villes fortifiées. Ces trois villes, ces trois cités, que l'on dit donc fortifiées, cités médiévales, comportent bien les critères qui les déterminent. Oui, donc on retrouve toujours des éléments naturels pour participer de la fortification. Thoin ou Binche, on a un cours d'eau qui ceinture une élévation, un promontoire rocheux. À Thoin, ça c'est tout à fait impressionnant. Binche, il faut la découvrir à pied, parce que on ne voit pas toujours rapidement le contraste, mais il y a toute une partie, la partie primitive de la ville, où là vraiment on voit l'élément rocheux. Alors Lobbes, un peu moins abrupte, si ce n'est la collégiale qui là de nouveau est vraiment sur un élément haut et à tout vent. On regarde la topographie du lieu, on se dit, tiens, voilà, il y a déjà des éléments naturels qui peuvent participer de la défense, que ce soit un cours d'eau qui ceinture un promontoire rocheux, une partie élevée. Vous ajoutez à ça des terrets, vous élevez des murs qui peuvent être au départ des palissades en bois, puis se minéraliser par de la pierre et devenir un élément dur, ça devient assez compliqué. Il y a toute une série d'étapes à franchir, d'obstacles à franchir avant de pouvoir prendre ou d'arriver au pied de la fortification. Et c'est le même principe pour Binche, pour Thoin. Thoin est encore plus imposant parce que là on a encore vraiment, on voit vraiment l'aspect massif de la partie rocheuse. On parle d'ailleurs de ville haute et de ville basse, mais à Binche ici on voit déjà que les ponts rocheux pour la partie primitive est l'élément primordial qui a lancé l'idée d'une fortification via les comtes de Hainaut et toujours dans le but de défendre les contrées. On a vraiment tout le panel d'une fortification médiévale avec tous les aménagements militaires, meurtrières, archères canonnières, chemins de ronde, éléments en bois rapportés, etc. Donc tout ce qui participe d'une défense à l'époque médiévale est ici bien représenté et naturellement il y a une volonté de mettre ça à disposition du plus grand nombre et une volonté d'aménagement touristique avec tout un cheminement fait pour les touristes qui peuvent ainsi voir, bénéficier de commentaires et vraiment se plonger dans l'histoire et remonter à l'époque médiévale. Didier, on l'a vu sur ces images, Binche est peut-être le plus bel exemple, évidemment. En tout cas, la cité qui comporte encore aujourd'hui le plus grand nombre de vestiges architecturaux représentatifs de cette époque. Oui, c'est tout à fait exceptionnel. Pour la Wallonie, voire pour la Belgique, on a vraiment l'enceinte urbaine, médiévale, conservée dans sa quasi-totalité. Alors, on peut aussi, quand on se promène dans Binche, avoir des perspectives comme ça, des rues qui affluent vers le centre, mais qui nous emmènent très vite vers l'extérieur, vers la campagne. On est très vite, en dehors de la ville, on est très vite à la campagne. Oui, c'est une ville au milieu de la campagne. Et si on se met sur les points hauts, c'est clair que tout de suite, dès qu'on a un dégagement devant soi, on voit les paysages verdoyants. Et on a des paysages qui sont là conservés depuis la fin de l'époque médiévale et qui n'ont quasiment pas évolué.
Alors, si on quitte Binche, rapidement on l'a dit, hein, on est très vite dans la campagne, et en quelques kilomètres, point suivant, celui qui nous intéresse en tout cas, c'est l'Aube. On va y aller immédiatement. On est très vite à l'Aube en quelque sorte. Oui, hein, un petit quart d'heure en voiture et on y est. Et alors on se rend compte aussi là qu'on commence à monter. On est un peu plus haut, donc on va voir les escarpements, les contrastes entre partie basse et partie haute sont plus importants. Voilà, les contrastes dont nous parlions tout à l'heure, on prend donc la direction de l'Aube. Ici, on est vraiment dans le haut Moyen-Âge, voire fin de l'Antiquité. Donc, 7e siècle, fondation d'une abbaye par des moines bénédictins. Également, tout de suite, on sera lié à Thoin. Alors, un peu comme à Binche, même principe, hein, des abbayes, grands propriétaires terriens qui cèdent des terres. Ici, c'est le cas aussi. L'Aube cède des terres. Et on pourra notamment, bien sur Thoin, édifier une fortification. Alors, différence par rapport à Binche, même si Thoin et l'Aube sont en Hainaut, mais si on remonte historiquement, eh bien là, cette zone-ci se rattache à la principauté de Liège, aux évêques de Liège. Et donc, on a là une enclave liégeoise au milieu du Hainaut. On revient à Binche, finalement on boucle la boucle. Et le lien justement direct avec Binche, au XVe siècle, parce que suite à ces nombreuses guerres à répétition, insécurité à répétition, on va transférer les reliques de Saint-Ursmer et on va venir les mettre dans la collégiale Saint-Ursmer à Binche. Donc voilà le lien, où elles vont rester, elles restent, ce qui a posé parfois des relations un peu conflictuelles entre les Binchois et les Lobiens. Donc. Didier, ces reliques, c'est toujours, en 2015, un sujet qui fâche ? Je ne vais pas dire fâché, mais il y a toujours un contentieux, petite rivalité comme ça. On aimerait bien récupérer pour certains ce qui a été transféré. Oui, il y a donc ce point commun, j'allais dire, voilà, ce saint protecteur commun, Saint-Ursmer évidemment, oui. dont tout le monde parle. Voilà, et finalement ça crée des liens, et ça permet de communiquer entre deux cités. On a découvert aussi en début de reportage cette porte d'entrée, hein, c'est la portelette, comme on l'appelle. Voilà, ça aussi c'est bien caractéristique, bien typique d'une cité comme celle-ci, mais typique de l'Aube évidemment aussi. Oui, et malheureusement pour l'Aube, un des rares éléments de l'abbaye qui était ceinturé, qui était fermé, de nouveau dans le cadre de protection. Mais à part, je dirais, la collégiale, des éléments primitifs, peu sont parvenus jusqu'à aujourd'hui. Mais il faut s'imaginer que là aussi, on avait toute une ceinture autour de la ville de l'Aube, et principalement de l'abbaye, pour protéger et permettre d'être à l'abri. Allez, nous montons, nous découvrons Thoin et on en parle juste après. Par rapport à Binche, beaucoup moins d'éléments conservés, mais une fortification tout aussi conséquente. Ici, on est vraiment à la sortie des fortifications. Alors de nouveau, le même principe de construction. On le voit encore plus ici, on domine encore un point plus haut, avec un fond de vallée, un cours d'eau, de nouveau des éléments naturels. Plus à ça, des fortifications, premier temps pierre, bois, puis pour Thoin au Xe siècle, on a quelque chose en dur, donc nouveau en pierre, et voilà le point de départ. On a de nouveau les niveaux de pouvoir, hein. Donc on parlait d'une abbaye, l'Aube, Thoin, principauté de Liège, donc pouvoir religieux, pouvoir comtal, enfin militaire, féodal, pour Binche, comte de Hainaut. Ici à Thoin, là on est au niveau de la principauté de Liège, avec notamment l'évêque Nodger. On parlait de balades touristiques, de développement touristique. Ici, on a encore un bel exemple, et même certains qui ont réintroduit ou introduit la culture de la vigne pour faire du vin. Si je me trompe aussi, il y a des abeilles, etc. Donc il y a un côté naturel. Et de nouveau, comme Binche, Thoin ou Binche, on est en Tudigny, région vallonnée, très verte. Et dès qu'on sort ou dès qu'on porte son regard un peu plus loin, en dehors des murs de la ville ou des éléments constituant la ville, on est tout de suite dans les campagnes.
Dis, c'est tout le paradoxe, hein, on a entendu principauté de Liège, comte du Hainaut. C'est paradoxal ça d'avoir ces petits bouts de terre qui viennent à l'époque dans le comté du Hainaut. J'allais dire province de Hainaut, certainement pas dans le comté du Hainaut. Oui, ben c'est une enclave, Ouais. vraiment un point isolé, perdu au sein du Hainaut, hein, donc rattaché ici à la principauté de Liège. Donc. Si une éolienne ne fait pas le printemps, les géantes d'Estine ont au moins le mérite de faire souffler un vent d'euphorie sur le vignoble des Aguesses à Olchin. Depuis son apparition sur les tables il y a une dizaine d'années, la cuvée Rufus truste les récompenses dans les concours internationaux et ses bulles délicates sont aujourd'hui devenues les meilleures ambassadrices du terroir rémillier. Le millésime 2013 a été produit et labellisé pour Mons 2015. Eh bien, je vous souhaite une bonne dégustation. Merci. Alors un truc, quand vous ouvrez une bouteille de bulle, toujours tenir le bouchon, le muselet, tout ça ensemble, la main forte, et viser le caméraman, c'est toujours beaucoup plus drôle si ça pète. Mais ça ne pète pas. Voilà. On dit que ça doit faire le bruit d'un paix de nonne. Hein. Alors au nez, on est sur des arômes, même quand il est un peu frais comme il est là, on est vraiment sur le côté noisette, le côté beurré. Pas encore totalement beurré, on attendra plus tard pour être beurré, mais je veux dire... Et la saison des asperges pour... avec ça, maintenant, c'est une bonne idée ça. Ouais. Ah oui, avec des asperges à la flamande. Asperges à la flamande, qui est même une asperge, tu sais, même avec un petit peu de le beurre fondu, cette histoire de beurre fondu et d'herbes aromatiques. Comme on produit quand même pas mal d'asperges dans la... En tout cas, les vertes. Ils font toujours des asperges à l'air Fausto? À l'air Fausto de notre côté. Mais bon, les vertes, on les retrouve principalement en Wallonie. Hein. On trouve beaucoup d'asperges vertes. La blanche, c'est plus pour la Flandre. C'est normal, la blanche demande plus de travail. En Wallonie, on travaille moins. Hein. Donc on les laisse sortir, hein, monsieur. C'est bien connu. Hein. Moi, j'aime bien la petite pointe arrondie sur la fin de la bouche et une petite touche, même un peu de réglisse qui apparaît. Je trouve qu'on a un côté citronné aussi. Oui, c'est ce côté citronné que je ressens. Et c'est le citron confit, c'est pas agressif, ouais, il n'y a pas de verdeur là-dedans. On pourrait même l'accompagner sur justement, quand tu parles de citron, sur une volaille avec un taboulé en été, ça peut être pas mal. Voilà, le citron avec des citrons un taboulé avec beaucoup de semoule. Oui. Non, avec beaucoup d'herbes, je veux dire, d'agrumes. Et d'agrumes dedans aussi. Et pas trop de semoule, justement. Oui, tout à fait, oui. Cette année, vous savez certainement que c'est le bicentenaire de la bataille de Waterloo et que pour y arriver à Waterloo, l'empereur Napoléon a traversé la Wallonie et cette partie du Hainaut, qui est le Val de Sambre. Alors en voiture, mais surtout à vélo avec une signalisation adéquate et ses différentes applications, smartphone et GPS, eh bien cette route vous invite à vivre la campagne de 1815. La route Napoléon, c'est près de 90 km chargés d'histoire, parsemés de quelques 150 monuments, stèles, musées, évoquant le passage de l'empereur des Français sur la route menant à Waterloo. Sur cette route, le célèbre empereur et son armée ont croisé quelques sites du Val de Sambre et Tudigny qui sont encore visibles aujourd'hui. On a peine à croire que l'empereur est passé par ici. Pourtant, Napoléon a regardé ses troupes, lieu stratégique évidemment pour lui. Oui, effectivement, le matin du 15 juin 1815, Napoléon s'est arrêté ici et il a regardé passer ses troupes. Cette route qu'on appelle route Napoléon, oui. Tout d'abord, nous sommes à vélo, ce qui veut donc dire qu'on peut la parcourir à vélo complètement. Elle fait combien de kilomètres? Alors, au départ de Beaumont jusqu'à Jamiou, elle fait 31 km. Il y a une application mobile qui permet d'être téléchargée et de se guider et d'avoir toute une série d'informations historiques ou de sites à visiter au long de cette route. Donc c'est une route agréable, en partie sur le Ravel et puis sur des petites rues comme vous venez de le faire. Alors évidemment elle est jalonnée de points stratégiques, touristiques, bien particuliers évidemment. Il est très intéressant de s'y arrêter, forcément. Oui, donc il y a plusieurs endroits, il y a du contenu historique par rapport à Napoléon et puis des sites à visiter. Lesquels, par exemple? Alors, par exemple, on a le château de l'Hercé-Fausto, il y a la distillerie de Biercé qui est à Ragny, puis il y a le centre de Thoin avec les jardins suspendus et le beffroi. Et puis quand nous arrivons ici sur Marbella-Tour, juste à côté, il y a le château de Ham-sur-Eure.
Alors une chose encore, j'appelle Saint-Roch. Alors qui dit Saint-Roch dans la région, tout de suite ça résonne. On a l'impression d'entendre le roulement des tambours. Il y a des fifres aussi. Hein. Oui, des fifres, ouais. Donc, oui. Donc là, nous sommes dans la région de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Ouais. Et très réputé pour les marches de l'Entre-Sambre-et-Meuse, reconnues au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et la chapelle qui est ici est un point d'arrêt de la marche Saint-Roch de Ham-sur-Eure. Mais toute la région sonne au son des fifres et tambours depuis le mois de mai jusqu'à fin octobre en fait. Tout à l'heure, on parlait de la route et des points stratégiques importants au niveau touristique, mais quand on veut prendre le temps de découvrir la région à vélo, c'est l'occasion, ou à pied, eh bien, on peut s'arrêter au moulin de Donstienne, où là, on peut voir un moulin à eau qui fonctionne. Et puis ici, il y a un petit musée qui s'appelle le musée de la vie rurale. On peut découvrir non seulement les costumes de la marche Saint-Roch, puisque si on n'a pas l'occasion de passer lors du mois d'août et de la procession, on peut voir quand même les costumes. Et puis aussi, il y a les anciens métier, la fabrication de balles pelotes, qui était un jeu important dans la région. Et on peut en voir la fabrication parce que c'était une région importante pour ce type de fabrication, en tout cas ici. Alors, une chose encore, on peut visiter, on l'a dit, à vélo, forcément, c'est ce que nous sommes en train de faire. Ouais. À pied aussi, en voiture également, on a vraiment le choix. Hein. Oui, la route Napoléon, elle peut se faire vraiment. Il y a une route prévue pour la voiture, il y a une route prévue pour le vélo, et puis il y a aussi la possibilité de le faire à pied, avec des points d'arrêt, où là, on rayonne et on découvre de manière plus profonde alors la région. Donc c'est vraiment très souple et c'est à tout public. Le vignoble de la Mazelle existe depuis 2001 et donc pas possible pour Napoléon d'y déguster l'auxerrois et le pinot noir, les deux cépages exploités par les propriétaires des lieux. Érigé en 1929, le château de la Mazelle, près de Beaumont, a repris des couleurs depuis que son propriétaire a eu la bonne idée d'aménager 1 hectare de vignoble sur un terrain autrefois abandonné à la broussaille et au taillis. Depuis 2006, le baron et la baronne de Radziski qui exploitent le domaine, où s'épanouissent tranquillement 2 fleurons de l'AOC Côte de Sambre-et-Meuse. Vous avez ici un pinot noir 2011 de la propriété, la Mazelle, et ici un auxerrois 2013, toujours de la Mazelle, toujours produit sur et totalement dans la propriété. Je vous en souhaite une bonne dégustation. Merci. Alors, Pinot auxerrois, c'est une des variétés de Pinot. Il y a le Pinot blanc, le Pinot noir, le Pinot simple flic. Rien à voir avec le Pinot de Charente non plus. Il a besoin d'un peu d'air. Alors, un truc, quand vous avez des vins qui sont un petit peu serrés comme ça, mettez la papate côté palmé sur le verre. C'est du vin, ça n'attaque pas normalement. Vous essuyez délicatement votre main sur votre pantalon. Vous laissez la mousse retomber un peu et le vin a beaucoup plus d'ampleur. Ne servez pas les vins trop frais. Ne les servez pas trop étroits. N'hésitez jamais à leur donner de l'air, surtout lorsqu'ils sont jeunes. Ils ont besoin de respirer un peu. C'est comme les jeunes. C'est un produit que je commence à travailler au restaurant. Tu vois ici l'auxerrois, Carpaccio de Saint-Jacques. On a beaucoup d'acidité, beaucoup de vivacité. Ouais. Donc, c'est des choses sur lesquelles où je le mets en première attaque, en tout cas dans un forfait vin. Goûtons le pinot noir. Alors, je trouve que le 2011, il est très très beau. Ouais. T'es un peu café, c'est marrant. Hein. En plus, c'est non boisé. Mais c'est vraiment du pinot noir au départ. Tu es vraiment sur le côté cerise, sur le côté petit fruit rouge. Et c'est vrai que lui donner un peu d'air et pas le servir frais. Oui. Ça, il a besoin. Ce qui est chouette, c'est que les gens ne prennent qu'une bouteille. Mais tu peux mettre ça, par exemple, sur des poissons. Oui, sur des poissons. Si tu ne fais pas des sauces avec trop d'agrumes, etc. C'est pas mal, ça. On a oublié de trinquer. Il faut qu'on s'en aille. Ah, merde. À la vôtre. Juste en face de la distillerie de Biercé, tiens, là justement où l'on vinifie le Clos des Oeuvres, eh bien, depuis 4 ans, s'est développé un magnifique golf de 18 trous. C'est le golf de Rany. C'est un véritable lieu de sport, de convivialité, mais aussi de protection de l'environnement. Adapté à tous les niveaux et aménagé en décor naturel, ce parcours exige le meilleur de vous-même. Mais ce qui caractérise le plus le Golf Club de Rany, c'est son entretien respectueux de l'environnement.
voulu faire le golf comme on était quand on était agriculteur, c'est-à-dire beaucoup de développement durable, agriculture raisonnée. Donc le golf, c'est un peu la même chose. On fait attention, tout a été conçu un petit peu pour économiser du temps, de l'entretien et utiliser le moins de pesticides possible. Des petites choses comme ça et favoriser la biodiversité aussi. Maintenant, c'est pas encore tellement évident parce que de nouveau, c'est ce qu'on disait, le terrain est assez jeune, mais dans un an ou deux, quand les choses se seront un peu mieux installées, ça ira bien. On bénéficie quand même ici d'un cadre exceptionnel. C'est ça qui a été un petit peu le déclencheur aussi. Une belle parcelle de 50 hectares d'un seul tenant et puis la proximité de la distillerie de Biercé, c'est un atout touristique incontestable. Nous accueillons quand même de plus en plus d'étrangers, des Hollandais qui viennent au barrage de l'Odeur et des choses comme ça. Et puis le golfeur est un grand nomade, donc il joue dans son club, mais il joue beaucoup à l'extérieur et beaucoup à l'étranger. Donc nous accueillons des Français, des Hollandais et puis beaucoup de Belges et qui sont contents, qui sont toujours très surpris de voir notre région ici à Thoin. Les Zouaves, c'est le nom d'un célèbre régiment de la marche Saint-Roch à Thoin, reconnu au patrimoine UNESCO. Mais c'est aussi devenu aujourd'hui le premier vin belge à avoir obtenu l'appellation d'origine contrôlée Côte de Sambre. Alors, puisque nous approchons du dessert, eh bien, je vous propose de déboucher une bouteille du Clos des Zouaves. Si les jardins suspendus de Babylone ont définitivement été avalés par le désert, ceux de Thoin ont résisté à l'usure du temps en formant un véritable rempart vert contre les envahisseurs. Sur ces terrasses on cultivait jadis des potagers et quelques vignes en profitant de la chaleur emmagasinée par les moellons. Une activité relancée il y a quelques années par la distillerie de Biercé et désormais perpétuée par une association locale avec le renfort de nombreux bénévoles. On cultive du raisin pour faire le Clos des Zouaves, qui est un vin apéritif. Je vous souhaite une bonne dégustation. Merci. Le Clos des Zouaves, c'est fait avec un cépage très particulier qui s'appelle du Régent. Donc, quand Léopold III ne peut plus régner, il y a le Régent. Eh bien, le Régent, c'est la même chose. C'est un cépage qui vient d'Allemagne, c'est ce qu'on appelle un interspécifique. C'est un croisement de croisement de croisement de croisement. Et là, en fait, ils l'ont fait en vin doux naturel. Donc, on vendange à maturité normale. Et puis on presse, on part en fermentation. Et au bout d'un certain temps, quand on atteint en général 5-6 degrés d'alcool, on met de l'alcool par-dessus. Souvent, c'est de l'alcool de vin. Et donc ça permet de garder le sucre, d'avoir beaucoup de couleurs extraites. Et en fait, ça fait référence au régiment des Zouaves. Oui, tout à fait. Puisqu'on a les Zouaves, on avait les Zouaves pontificaux, et puis il y avait les Zouaves de l'Empire aussi, qui marchent à la Saint-Roch, le 3e dimanche de mai. Mais c'est pas mal comme truc. Sur un herve. Sur un herve, oui, pourquoi pas. Sur des bleus. Bien sûr. Un bleu léger, une forme d'ambert, un truc comme ça. Encore mieux, oui. Avec du gibier. Tu sais, quand on fait du lièvre avec du cacao, une pastilla de lièvre. Tout à fait. Avec des fèves tonka, même si tu mets des fèves tonka ou quoi. Faut faire gaffe, mais à mon avis, avec le côté épicé. Oui. Faire un truc avec tu vois, du lièvre à la royale. Oui. Ah oui, avec du chocolat, et on mettrait un tout petit peu de cassis dedans, parce qu'on irait rechercher le même cassis, et l'acidité permettrait d'aller loin. Tu as un côté mémoire qui est un petit peu le côté même feuille de cassis. Oui, tout à fait. J'aime vraiment bien cette affaire-là. Il y a un côté poivré aussi, je trouve, au nez. C'est un vin qui se donne petit à petit. En fait, c'est fait comme un Porto. Vraiment. C'est le Porto de la vallée de la Sambre. C'est pour faire plaisir aux nananes. Donnez-nous un Porto. Avec des tucs. Et des verrines. Et des apéricus mous. Et des tucs. Oui, des tucs mous, pardon, des apéricus brances. Ouais, c'est ça. Comme ça, on reste dans la région. Apéricus brances. Oui. Pour Mons 2015, vous savez que la province de Hainaut sort le grand jeu. Elle met ainsi en scène 9 lieux pour y faire vivre 9 projets de qualité. Cette fois, c'est l'occasion pour nous de vous faire découvrir en plein cœur de Mons la métamorphose de la Maison Losso. Ça, c'est la Maison Losso telle que vous la connaissez. Un joyau de l'art nouveau, unique et classé. Mais juste à côté, on aménage le centre d'interprétation de la littérature. Bienvenue à la Maison Losso, donnez-vous la peine d'entrer. Voilà, vous découvrez devant vous l'escalier qui mène au centre de littérature et au fond Claire-le-Jeune. Mais ce qui vous intéresse aujourd'hui, je pense que c'est le centre d'interprétation, où vont se trouver la billetterie, la boutique, etc. Plus loin, vous trouvez 2 salles d'exposition temporaires.
Et ici, nous entrons dans le centre d'interprétation proprement dit, qui est conçu sous la forme de bibliothèque avec un code couleur. Ici, bibliothèque verte, conçue comme un cabinet de curiosité et se rapportant à Léon Le Saux, sa vie, son œuvre, ses marottes, ses passions. Ensuite, nous entrons dans la partie consacrée à l'Art Nouveau et donc aux différents architectes qui ont rénové la maison Le Saux. Nous poursuivons la visite avec l'espace consacré à la numismatique et enfin, plus loin, la petite salle consacrée à Arthur Rimbaud et à la découverte d'une saison en enfer, édition originale par Léon Le Saux en 1901. Nous passons par l'espace qui sera consacré aux ateliers créatifs et nous nous dirigeons donc vers le foyer avec une vue splendide sur le jardin. Je vais me permettre de vous offrir une petite tasse de café. Je suis très déçue parce que j'avais demandé le service personnel de Léon Le Saux, mais apparemment, on ne m'a pas écouté. Allez, encore quelques tasses de café et en septembre, promis, juré, on vous invite à l'inauguration. Avant de vous quitter, il nous reste à vous solliciter pour notre concours mensuel. Et tout d'abord, bien entendu, féliciter les 3 lauréats du concours précédent. Vous pouvez les retrouver, les découvrir sur nos pages Facebook, In-Out et Eno-Tourisme. Mais vous y trouverez surtout la question de ce mois de mai. Et c'est très simple. Il vous suffit de reconnaître cet édifice que nous avons découvert ensemble dans la région visitée lors de cette émission. Un indice tout de même, un même saint protecteur pour 2 lieux de culte. Un indice, un même saint protecteur pour 2 lieux de culte. Retrouvez aussi donc cette question sur nos pages Facebook et sur le site www.enotourisme.be. Bonne chance à tous et à très bientôt sur nos chaînes de télévision locales mais également sur les différents réseaux sociaux. À très bientôt.